Ok, donc on va repartir sur la deuxième partie du cours. Donc on va terminer la RT 2012 et ensuite on passera sur le label E+C-, qui va mener vers la nouvelle réglementation RE 2020. Alors tout d'abord on va reprendre ce qu'on a vu la dernière fois pour vous rappeler un petit peu les points importants. D'accord, donc on va retrouver 3 exigences de performance énergétique. Vous vous souvenez, le besoin bioclimatique, donc le BBio, la consommation en énergie primaire, donc le CEP, et la température intérieure conventionnelle, donc le TIC. Ces 3 critères-là devront être inférieurs à un critère maximum ou de référence. D'accord, donc on l'a vu comment on le calculait la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Donc pour rappel, comment est-ce qu'on calcule le besoin bioclimatique? C'est 2 fois le besoin de chauffage, plus 2 fois le besoin de refroidissement, plus 5 fois le besoin en éclairage. D'accord? Et la consommation d'énergie primaire prend en compte 5 points clés de consommation qui sont le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, tout ce qui est auxiliaire et éclairage. Ok, donc allez voir aussi qu'est-ce qu'on entend par auxiliaire. Donc pour rappel encore, c'est tout ce qui va être utile pour faire fonctionner les 4 autres systèmes. Donc par exemple le ventilateur de la VMC, ou bien la petite pompe qui va servir à faire circuler l'eau dans les radiateurs. Donc ces consommations-là sont prises encore en compte. Et on va retrouver aussi des exigences de moyens. Donc 4 critères au choix pour la production d'énergie, donc soit un système solaire thermique, soit un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par de l'énergie renouvelable ou de récupération, soit une pompe à chaleur, donc pour l'eau chaude sanitaire, avec un COP supérieur à 2. Alors attention, le COP, qu'est-ce que c'est? C'était le coefficient de performance. Donc c'est le ratio entre l'énergie reçue, qu'on va récupérer au niveau chaleur, divisé par l'énergie, le travail donc du compresseur, donc l'énergie consommée au compresseur. Tout ça en énergie primaire. Et enfin, donc, recourir à une production d'eau chaude sanitaire toujours, et ou chauffage par une chaudière à micro-cogénération. Donc vous vous souvenez, à partir d'une chaudière, on va produire de la chaleur, et cette chaleur va être utilisée pour produire de l'électricité à travers un moteur Stirling, et du chauffage, donc avec la chaleur fatale. Donc là, on récupère une bonne partie d'énergie également. Donc voilà pour les rappels. Encore quelques petites exigences de moyens, pardon. Donc on avait le traitement de l'étanchéité à l'air à effectuer. Donc c'est la thèse de la blower door ou bien la porte soufflante qui est obligatoire. Donc on essaie de faire avant les finitions. Donc ça vous l'avez fait en TP normalement. Par rapport aux audits de vos colocs. On doit traiter aussi les parois séparant deux parties de bâtiment qui ont un usage différent. D'accord? Par exemple, si on a un bâtiment avec des logements et des commerces, on ne va pas avoir les mêmes profils thermiques. Et du coup, on va essayer de les isoler les uns des autres, de façon à avoir l'indépendance entre eux. On va également traiter les ponts thermiques, donc il y a des ratios calculés, 2 critères sur les ponts thermiques. Et également, on va demander une surface minimum de baies vitrées supérieure à 1/6 de la surface habitable. D'accord? Donc voilà. Donc ça, ce sont les critères principaux. C'est vraiment les points importants concernant la réglementation thermique. Voilà. Comment est-ce qu'on va calculer tout ça? Donc c'est une autre partie un peu plus peut-être technique, celle-là, puisque c'est le moteur de calcul qu'on va retrouver derrière. Donc c'est dommage qu'on ne soit pas là en cours, puisque d'habitude je vous montre un petit peu tout ce qui est classeur réglementaire avec certaines fiches d'application. Et voilà, j'essaye aussi de vous parler de cette méthode THBCE qui n'est pas le classeur réglementaire, c'est un fichier annexe, donc j'en ai déjà un petit peu parlé l'autre fois, mais c'est un fichier annexe qu'on retrouve sur internet qui fait 1300 pages.
Donc c'est 1300 pages, c'est 1300 pages de calcul. C'est uniquement des équations, quasiment. D'accord? Donc cette méthode THBCE, pardon, on va pas la prendre telle quelle, hein, c'est pas le but. Mais bon, je veux quand même un petit peu vous la présenter, de façon à ce que vous compreniez aussi le fonctionnement qu'on va avoir derrière. D'accord? Donc l'objectif, hein, c'est bien d'effectuer les différents calculs, BBO, CEP, TIC, donc elle n'a pas pour vocation de faire un calcul de consommation réelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour d'un point de vue réglementation thermique, on ne va pas rentrer vos besoins réels, votre fonctionnement réel. Voilà, on ne prend pas en compte le fait que ce soit un couple de personnes âgées ou bien une famille nombreuse avec 5 enfants, par exemple, à habiter dans cette maison. D'accord? Donc, peu importe le projet que vous allez faire, vous aurez toujours le même scénario suivant le type d'usage. Si vous dites que c'est un usage d'habitation, paf, il a son scénario. Et ce scénario, ce fichier météo, tout ça, c'est défini dans la réglementation. Donc, c'est dans cette méthode PHBCE. D'accord? Voilà, donc ça veut dire que si on... Voilà, en gros, c'est des scénarios qui sont calés pour une famille, voilà, 2 parents et 2 enfants. C'est un peu ce type-là. Donc si vous sortez du cadre, ça va permettre en fait de comparer différentes maisons entre elles, d'un point de vue de leur performance énergétique stricte, mais ça va pas permettre d'avoir un caractère prévisionnel de votre maison. Alors, on va s'en approcher, d'accord, mais voilà, faut pas être étonné si après on retrouve des écarts. Okay, le but c'est de comparer différentes maisons entre elles et de les placer par rapport à la réglementation. Donc là, derrière, ce sont des méthodes de calcul orientées objet. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Un point important en bas, c'est que c'est une méthode de calcul dynamique. D'accord? Donc, si on se rappelle les cours un petit peu de modélisation qu'on avait eu avec COMSOL au départ, en éléments finis, pour ceux qui avaient fait les TP, hein, donc c'était stationnaire souvent ou temporel, on avait 2 choix possibles, en gros. Et là, du coup, ce sont des calculs temporels. Okay, puisqu'on est capable de calculer la température, c'est ça le but, de la maison, et donc du coup l'énergie qui va en découler pour un pas de temps d'1 heure. Donc sur toute l'année, ça fait à peu près 8500 heures, il me semble. Donc on a un point de calcul à chaque fois pour notre maison qui va nous définir la température intérieure, le BBO, le CEP, les débits de ventilation, etc., etc. Donc ça veut dire que sur une journée, on a 24 possibilités concernant nos scénarios. Est-ce qu'on a de la ventilation ou pas, etc., etc. D'accord? Donc ça permet de faire quand même des calculs assez fins. Et c'est pour ça qu'il ne faut quand même pas rentrer n'importe quoi et avoir un peu de recul au niveau thermique. D'accord? Puisque là, derrière, ce sont des moteurs de calcul qui vont fonctionner. Donc vous n'avez pas la main dessus. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas la maîtrise des équations de base et des paramètres que vous allez rentrer, si vous ne savez pas ce qu'est un Q4, par exemple, eh bien vous allez avoir des soucis, puisqu'on va vous le demander dans l'étude thermique. D'accord? Donc tout ça, il va falloir bien maîtriser. Donc il faut bien maîtriser les premières parties, notamment des cours effectués par Eric Mougel, où c'est un peu plus théorique. Et voilà, normalement ça devrait bien se passer, hein. Il n'y a pas non plus 50 000 possibilités, mais bon, voilà, il faut maîtriser la base, hein. Donc voilà, un calcul dynamique, à quoi ça ressemble, c'est ça. Donc on va rentrer tous nos scénarios à l'intérieur du logiciel, on va rentrer toute la structure du bâtiment, on va rentrer tous les systèmes, puis plein de choses, tous les paramètres demandés. Et en fonction, donc on va voir, comme je l'ai dit au début, hein, dans le premier cours, différents fichiers météo qui vont nous faire intégrer différents paramètres. Et en fonction de ces fichiers météo-là, donc qui vont évoluer tous les jours de l'année, à toutes les heures de l'année, on va pouvoir calculer, par exemple ici, vous voyez, je pense qu'en jaune, la courbe qui suit en jaune, ça va être la température intérieure de la maison, et en gris derrière, c'est la température extérieure. D'accord? Donc on voit ici, par exemple, que sur cette courbe, la jaune n'évolue pas beaucoup par rapport à la température extérieure. Ça veut dire qu'on doit quand même avoir une inertie assez intéressante ou une bonne isolation par rapport à
par rapport à cette conception-là. Enfin voilà, c'est juste une image que j'ai prise. Ça, en bas, ce sont différentes simulations en fonction des débits de ventilation. C'est quelque chose qu'on avait fait lors d'un projet de fin d'études en troisième année. D'accord. Sachant qu'en troisième année, on fait ces calculs-là. D'accord. Au niveau RT 2012, on n'a pas accès à ces variations ici. On a juste accès aux critères principaux, donc BBio, CEP, TIC. Donc TIC, par exemple, il fallait prendre la température d'un point chaud. Ici, hop. Et une fois que si cette température-là dépasse, par exemple, 30 degrés, si c'est notre critère TIC de référence, et ben du coup, on passera pas au niveau RT. D'accord. Donc voilà. Donc ça, on le fait pas en deuxième année. On le fera en troisième année dans l'UE 9.2. D'accord. Il y a 3 jours dédiés à cette technique qui est assez intéressante, hein, puisque là, on permet vraiment de bien comprendre le fonctionnement d'un bâtiment. Et avec Pléiade, donc le logiciel qu'on veut utiliser, ça permet voilà, de faire pas mal de tests et de comprendre l'intérêt de l'inertie, par exemple, des débits, de l'isolant, mais réellement, quoi, pour l'hiver et aussi pour l'été, et voir aussi, au-delà des critères de performance énergétique, voir le comportement thermique réel de la maison. Voilà, ça permet d'apporter des choses. Donc c'est des outils bon, assez de pointe, hein, quand même. Hein. Faut maîtriser les choses, mais ça se fait bien. Hein. D'accord. Donc voilà, nous par contre, voilà, ça c'est ce qu'il y a derrière le logiciel de calcul, mais on n'a pas accès à ces courbes. Encore une fois, je répète, on va garder que nos critères principaux, ceux que j'ai présentés au tout début. Okay, et par rapport au logiciel présent, donc ça c'est un vieux tableau il y a quelques années, mais des différents types de logiciels que vous pourrez retrouver si vous allez en bureau d'études. Hein, on a souvent ClimaWin qui est utilisé, le premier là. Nous on utilise Pléiade de la suite Izuba Energy. Et il y a aussi les logiciels Perennou. U22Win, U21, donc ça ce sont des logiciels qui sont pas mal utilisés. Avec différents degrés de complexité. Quoi. Pléiade est un peu plus approfondi, je dirais, que d'autres, qui vont plus se rapprocher d'une feuille de calcul, alors qu'avec Pléiade, on a différentes options quand même, ce qui est assez sympa pour utiliser. Et d'un point de vue pédagogique notamment, ça permet d'aller voir les choses assez facilement. Quoi. Voilà. Donc voilà, vous avez toute cette liste-là. Hein. Hop. Donc, structuration du bâti. Voilà. Donc comment est-ce qu'on prend ça en compte? Donc il y a différentes zones à bâtiment. Voilà. Sur la droite, là, sur cette feuille-là, vous pouvez voir l'arborescence d'un bâtiment. Donc on va voir le projet, le bâtiment, la zone 1, groupe, et ensuite des pièces. D'accord. Donc il y a 4 niveaux, 4-5 niveaux en tout, et chaque niveau va avoir des sous-niveaux. Hein. Si je prends, on peut avoir plusieurs groupes par exemple qui vont entraîner chacun à différentes pièces ou différents locaux. D'accord. Et pour chacun des étages, on va renseigner différentes choses. Pour exemple, projet, bâtiment, c'est là qu'on va rentrer le fichier météo, où est-ce qu'on se place, etc. Dans le groupe, on va plutôt lui dire de quel scénario on va avoir besoin. D'accord. Ou quel Q4, ou quel type de paroi. Voilà. Donc chaque étage aura son niveau. Donc voilà. Hein. Donc, par exemple, niveau 1, bâtiment, c'est là qu'on va calculer le BBO et le CEP. D'accord. Et on va donner également donc, les éléments, département, altitude, etc. Niveau zone, c'est là qu'on va lui donner le scénario. Hop. Est-ce que je suis en habitation, maison individuelle, est-ce que je suis à du bureau, des choses comme ça, d'accord. Ensuite, niveau groupe, donc là, on va calculer, donc c'est là que se passera le calcul des températures en simulation thermique dynamique derrière. D'accord, on va calculer également le besoin de chauffage de chaque groupe. Et ensuite, niveau local, on va affiner un petit peu les scénarios par rapport à ce qu'on est en local de sommeil, par exemple. Voilà, donc il y a des choses un petit peu plus précises, mais on verra ça ensemble. Structuration des systèmes, donc c'est un peu pareil. Alors ce qu'il faut bien comprendre pour les systèmes, c'est ce que je suis en train d'entourer avec ma souris là. Ça se passe toujours comme ça. On a toujours une génération, une distribution et un mode d'émission. Donc c'est facile à comprendre lorsqu'on est sur du chauffage, puisque le générateur, ça va être notre chaudière. La distribution, là, ça va être le réseau qu'on va mettre, qui peut avoir des pertes également. Et l'émission, ça va être le radiateur. Donc là, on va le retrouver là. Hein, hop, génération, ici, on aura une chaudière. Et
dans l'émetteur, ici ça va être. D'accord? Si on transpose ça à de la ventilation, par exemple, bah, le générateur, ça va être le système de ventilation mécanique contrôlée. Donc la VMC, hop, le réseau de distribution, on passera donc sur les gaines d'approvisionnement de ventilation, et l'émission, bah là on va choisir des types de bouches, puisqu'on peut avoir des bouches différentes, certaines qui vont être hygroréglables, d'autres non, d'accord? Donc là voilà, on va avoir différents aspects. Et pareil pour l'eau chaude sanitaire, donc on va avoir notre chaudière par exemple au départ, un réseau de distribution, donc qui vont être la tuyauterie, la plomberie, et enfin l'émetteur, cette fois ça va être le robinet. D'accord? Bon, voilà, on verra ça après. Donc voilà pour la partie 1. Donc on va passer à la partie 2.